D'abord, l'Autriche et l'extrême droite au poste clé. Année après année, élection après élection, le FPE est arrivé aux commandes. Une irrésistible ascension qui le mène aujourd'hui à 6 ministères et à la vice-chancellerie. Situation face à laquelle l'Europe et la France en particulier restent bien silencieuses pour le moment. Solène Nicolas. Le silence de l'Union européenne, le silence aussi d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel. Il y a 17 ans, l'alliance du chancelier avec l'ultranationaliste Jörg Haider avait provoqué un tollé et le boycott de l'Autriche. Changement de ton aujourd'hui, celle du jeune chancelier actuel Sebastian Kurz avec l'extrême droite autrichienne n'a pour l'instant suscité aucune réaction. En France, le Parti socialiste exige des condamnations de la part du président français, notamment. Tout est envisageable. À partir du moment où des sanctions sont envisagées quand il y a des manquements sur des trajectoires budgétaires, enfin, là c'est la trajectoire de nos valeurs fondamentales et il n'y aurait pas de sanctions. 3 ministères régaliens reviennent désormais à l'extrême droite en Autriche. La défense, l'intérieur et les affaires étrangères. Ce qui est à craindre, c'est la montée des idées anti-immigration et le durcissement de la politique migratoire. Du côté des Républicains, on voit cela comme un moyen de se poser des questions. La démocratie autrichienne, une démocratie qui permettra peut-être de faire réfléchir d'autres pays, notamment face aux migrations et face aux non-dits qui se répandent et qui contribuent au fait à faire monter les extrêmes droite, l'extrême gauche dans nos pays. Le Front National et les autres partis d'extrême droite en Europe ont en tout cas salué ces nominations qui traduisent un basculement et la montée des extrêmes dans de plus en plus de pays en Europe. En attendant, le nouveau gouvernement autrichien a voulu rassurer en excluant un référendum pour la sortie de l'Union européenne. Avec nous pour aller plus loin ce soir sur ce plateau, Anne Massé, bonsoir, déléguée générale du think tank Confrontation Europe. Anaïs Voigilis, bonsoir, membre de l'Observatoire européen des extrêmes, doctorante en géopolitique et spécialiste de la montée de l'extrême droite et des droites radicales en France et en Europe. Samuel Le Goff, bonsoir, journaliste à Contexte, le journal des politiques françaises et européennes. Et Yves Bertoncini, bonsoir, président du mouvement européen France. On va venir dans un instant aux réactions européennes, au potentiel silence français. Je voudrais d'abord qu'on fasse un état des lieux de ces extrême droite européenne. On parle de l'Autriche parce que c'est l'actualité récente, mais il y a la Slovaquie, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne et j'en passe. Est-ce qu'on assiste, oui ou non, à une montée inexorable des extrêmes droites en Europe, Anaïs Voigilis? Oui, de fait, depuis une quinzaine d'années, ce qu'on constate, c'est que partout dans l'Union européenne, des partis d'extrême droite ou de droite radicale, qui en tout cas partagent un certain nombre de thèmes communs, progressent dans les urnes et entrent de plus en plus dans des coalitions. C'est-à-dire que ce qu'on prétend être un phénomène nouveau en Autriche n'est pas si nouveau que ça, puisque ça fait 15 ans qu'on observe ce type de coalition. Ce qui est nouveau, c'est le type de ministère auquel accède le FPE aujourd'hui. Anne Massé? Oui, absolument. Et puis ce qui est nouveau aussi, c'est que l'extrême droite arrive au pouvoir en Autriche, dans l'indifférence quasi générale. Ça, on y viendra au silence. Mais je voudrais vraiment qu'on parle de ces extrêmes droites. Comment elles s'organisent, comment... Oui, je vous en prie. Oui, mais alors justement, faisons une nuance qui vient d'être faite entre extrême droite et droite radicale ou droite extrême. Comment elles s'organisent? Regardons le Parlement européen, il y a plusieurs groupes. Le groupe de l'extrême droite où le Front National a pu trouver sa place n'est pas le groupe de M. Orban. M. Orban, il est au Parti populaire européen avec les Républicains. Ce n'est pas non plus le groupe de M. Kaczynski, qui est dans le groupe des eurosceptiques britanniques. Il y a des différences d'organisation ou des différences idéologiques? Eh bien, oui, l'organisation reflète précisément des différences de positionnement idéologique. Il ne faut pas confondre notamment l'europhobie, qui est la volonté d'abattre l'Europe et d'en sortir, avec l'euroscepticisme hard, on pourrait dire, de M. Orban. Mais M. Orban, on peut le contester, on peut le critiquer, mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il soit d'extrême droite. Alors après, ils peuvent prendre des positions, et notamment vis-à-vis des migrants, vis-à-vis de l'organisation de leur pouvoir, des positions autoritaires, des positions identitaires, qui s'apparentent à l'extrême droite. Et je dirais que d'ailleurs, le principal péril est sans doute là en Europe. Non pas que l'extrême droite arrive au pouvoir, elle peut, vous l'avez rappelé, être dans telle ou telle coalition, jamais en position de leader, toujours en position d'appoint. Et en Autriche, c'est sérieux, parce qu'ils ont des postes très, très importants. Ouais. Mais ce n'est pas ça le principal péril, c'est la façon dont les partis de gouvernement traditionnels peuvent reprendre les idées de l'extrême droite. Et au fond, c'est ce qu'on voit en Pologne et en Hongrie. Le parti d'extrême droite hongrois, c'est le Jobbik, qui n'est pas au gouvernement. Samuel Le Goff, le degré de rejet de l'Europe, c'est vraiment un critère de différenciation de ces extrêmes droites? En fait, chaque pays a sa propre histoire
et on ne peut pas analyser les choses. Par exemple, la Hongrie a quand même n'a pas encore fait le deuil du traité de Trianon il y a un siècle, a encore cette vision de la Grande Hongrie. La Pologne a encore d'autres visions. En Europe, en Allemagne, par exemple, la montée de l'AfD, c'est quand même quelque chose qui est très allemand, qui est né d'abord du refus de payer pour les Grecs, qui ensuite a trouvé un second souffle sur la crise migratoire. Donc, quelque part, il y a des convergences qui naissent, mais il y a aussi des grosses lignes de fracture. On a bien vu tout le mal que Marine Le Pen a eu à constituer son groupe au Parlement européen. Il a fallu que le leader d'un parti extrême polonais quitte son parti pour pouvoir les prendre, pour avoir le nombre de personnes. Et encore, ça reste très mouvant. Là-dessus, il faut analyser pays par pays, et souvent, c'est là qu'on s'aperçoit que l'unité est très compliquée à mettre en œuvre pour l'extrême droite. C'est pour ça qu'on parle des extrêmes droites européennes, d'ailleurs, depuis tout à l'heure. En tout cas, le week-end dernier, tous les leaders européens d'extrême droite se sont réunis à Prague. Ils ont salué l'événement historique en Autriche et ont évoqué un bouleversement de la donne politique. Marine Le Pen, qui affirme pourtant ne pas être un parti d'extrême droite, y était elle aussi, et puis elle a applaudi comme les autres. Nous ne sommes ni les uns ni les autres des xénophobes, nous sommes des opposants à l'Union européenne. Je crois que c'est un point commun assumé, parce que cette Union européenne est une organisation désastreuse qui traîne notre continent à sa perte par dilution, par la submersion migratoire qu'elle organise, par la négation des cultures de nos pays respectifs. Nous devons adopter une stratégie totalement nouvelle. Nous devons avoir le courage d'introduire des interdictions d'entrée sur le territoire, comme le président Trump l'a fait aux États-Unis. Nous devons avoir le courage de renvoyer tous les bateaux de clandestins, comme l'Australie le fait depuis longtemps. Elles ont envie de s'organiser, Anne Masset. Est-ce qu'on pourrait être surpris lors des prochaines européennes ? On pourrait être surpris. On n'est jamais à l'abri, on l'a vu, mais non seulement dans les pays de Visegrad, qui sont d'ailleurs extrêmement diversifiés les uns et les autres, entre les gouvernements et les peuples. Par exemple, en Pologne, il y a des attitudes qui peuvent être différentes par rapport à l'accueil des réfugiés, mais on n'est jamais à l'abri, y compris chez nous, sur la possibilité de l'extrême droite de remonter. Et on voit bien là, quand même, que même s'ils cherchent à se dédiaboliser quelque part, à jouer sur les peurs, lisser leur image. Et sur les haines, à lisser leur image. Par exemple, le vice-chancelier autrichien se démarque d'une Marine Le Pen. Il dit qu'il n'était pas à la réunion au sommet de l'extrême droite. Et dans le même temps, on voit bien que le souhait de rejeter sur l'Europe, un peu comme un bouc émissaire, un peu l'ensemble des difficultés auxquelles ils sont confrontés, et de vouloir tout axer sur l'ordre et la sécurité, jouer sur les peurs des peuples ne font que attiser les haines. Alors que face aux défis auxquels on est confronté, seule une réponse coordonnée, ce sont des défis qui nous dépassent, nous permettra de répondre efficacement. Est-ce que cette poussée, cette percée des extrêmes droites européennes depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, vous disiez tout à l'heure, c'est directement lié aussi à cette crise migratoire qu'on a connue en Europe ces dernières années? Il est évident que la crise migratoire qu'on connaît notamment depuis ces 3-4 dernières années a un impact majeur dans la progression de l'extrême droite. Et à travers cette crise migratoire, ce qu'il faut lire, c'est le rejet de l'islam. Parce que pour tous ces partis, l'islam et les migrants représentent un danger pour la civilisation européenne. Il ne faut pas oublier que l'Autriche a été très fortement touchée par cette crise il y a 1 an, 2 ans. D'ailleurs, le FPE avait fait déjà des scores très très forts au présidentiel. L'Autriche est le pays qui a accueilli le plus de migrants lors de cette vague de migration en 2015. Ils ont eu 90 000 demandeurs d'asile, donc c'est l'équivalent de 1% de la population. 9 millions. Mais c'est directement lié, je veux dire. C'est un impact. Un pays qui ouvre ses portes, qui ouvre ses frontières. Vous êtes dans un contexte de crise multiple. Donc vous avez une crise de la représentativité en Autriche qui est très forte. Ça fait 50 ans que les mêmes partis se relaient au pouvoir. Vous avez une crise migratoire et vous avez en plus une crise, on va dire, de la nation. Alors, je vais expliquer. Oui. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de citoyens qui ont le sentiment aujourd'hui que les politiques n'ont plus d'impact sur leur quotidien, que les décisions sont prises par des entités supranationales. Donc, les entités supranationales, ça peut être quelque chose comme l'Union européenne, ou ça peut être ce qu'on entend dans le discours de l'extrême droite, la finance mondialisée, etc. Donc, ce que les gens cherchent aussi à exprimer à travers ce vote, c'est qu'il y ait une reconnexion du politique à leur quotidien. C'est-à-dire que le discours politique rentre en caisse de résonance avec leur vécu. Yves Bertoncini. Oui, un mot sur l'Autriche, c'est pas nouveau. Jörg Haider avait fait 27% en 99, il n'y avait pas de crise migratoire, c'était plus que 26%. C'était vraiment directement lié à ce système de grande coalition autrichienne, reconductible à l'infini, de sorte que l'alternative, on la recherche
sur les marges et donc à l'extrême droite. Mais c'est ajouté cette fois-ci en Autriche, mais aussi en Europe centrale, effectivement, la crise migratoire, la crise des réfugiés, avec une dimension identitaire qui vient d'être rappelée, une dimension souverainiste aussi. Alors on peut penser à Bruxelles. Il y a eu un mécanisme notamment de relocalisation des réfugiés qui a été adopté à la majorité qualifiée. Donc c'est un choc pour des pays d'Europe centrale et orientale, je mets l'Autriche de côté, des pays qui étaient sous emprise soviétique, parce qu'ils ont l'impression que maintenant c'est Bruxelles qui décide contre leur gré. Il y a eu une exploitation politicienne incroyable aussi. Le Premier ministre slovaque, il n'est pas d'extrême droite, il est socialiste. On lui demandait d'accueillir 900 réfugiés en Slovaquie, 900 sur un pays de 5 millions d'habitants. Il s'est roulé par terre et en effet, il a réussi à sauver son élection d'une certaine manière, parce qu'il y a en effet dans ces pays une angoisse identitaire et une angoisse souverainiste qui se conjuguent. Mais j'ajoute une dernière chose, l'Allemagne. Il faut, et ça c'est vrai aussi en Autriche, pointer ce sujet-là. L'Allemagne a joué un rôle dans cette crise migratoire. Angela Merkel a adopté, et je l'en félicite, une position d'ouverture. Mais une position d'ouverture qui a créé un chaos généralisé. En effet, vous dites que les Autrichiens ont reçu beaucoup de migrants, mais ils n'en ont pas seulement reçu. Ça a traversé l'Autriche pour aller vers l'Allemagne. Idem, la gare de Budapest, à un moment, c'était un capharnaüm sans nom. Et donc, il y a eu une crispation, une volonté de reprendre le contrôle, et je partage l'avis de Anne. On reprend le contrôle parce que l'union fait la force et qu'on agit à la source. Mais dans le même temps, la reprise de contrôle, c'est les bonnes vieilles frontières nationales, les bonnes vieilles recettes, et c'est l'extrême droite ou les gouvernements qui reprennent certaines idées d'extrême droite, qui en profitent. Alors vous le disiez, il y a 17 ans, lorsque le parti de Jörg Haider est entré au pouvoir, on a assisté à une avalanche de réactions internationales indignées, des manifestations, des États membres qui avaient suspendu leurs relations bilatérales pendant 7 mois. On parlait à l'époque de cordon sanitaire. Aujourd'hui, ni boycott, ni sanctions, ni condamnation, juste un peu plus de vigilance, dit-on à Paris. Donald Tusk lui a écrit hier en lui disant que l'Europe serait attentive au respect des valeurs européennes, au respect du contenu des traités, mais aussi de l'esprit des traités européens. On sera tous très attentifs à tout ce qui relève de l'état de droit, de la démocratie, de la séparation des pouvoirs, de la protection des médias, tous ces enjeux d'indépendance de la justice. C'est ces sujets-là qui sont ceux qui nous rassemblent. Et j'ajoute qu'Emmanuel Macron n'a pas réagi. Samuel Le Goff, est-ce que vous les trouvez tièdes, ces réactions européennes, et en particulier françaises ? C'est de la réelle politique, puisque en 1999, c'était la première fois que l'extrême droite arrivait dans un gouvernement. On a bien vu que c'est une participation qui n'a pas profité à l'extrême droite, qui a quand même eu un trou d'air. Ensuite, aujourd'hui, quand on regarde la situation européenne, on a la Pologne, où on est au bord des sanctions, qui n'aboutiront pas, puisque la Hongrie s'y opposera, mais où, quelque part, la menace que fait peser l'extrême droite autrichienne n'a rien à voir avec ce qui peut se faire en Hongrie ou en Pologne, qui sont quand même des cas difficiles que l'Europe n'arrive pas à résoudre. À quoi ça servirait de lancer de grands cris contre l'Autriche maintenant, alors que la dernière fois, finalement, ça n'avait rien donné, et où on n'est même pas capable d'agir en Pologne et en Hongrie pour des actions qui sont quand même beaucoup plus dures, de reprise en main de la justice, des journaux. Donc il y a une gêne, il y a un embarras à Bruxelles, on a du mal à gérer ce dossier, on ne sait pas comment réagir, du coup on réagit peu. Je ne sais pas s'il y a un embarras, mais il y a en tout cas une prise de conscience que si l'essence de l'Europe, c'est la démocratie, et qu'il faut qu'on reste absolument ferme sur nos valeurs, et d'ailleurs qu'on affirme davantage nos valeurs communes et nos intérêts dans le monde, dans le même temps, cette Europe est fragile, en tout cas son unité. Et donc dans la revendication qui est celle de l'Autriche, peut-être d'autres pays d'ailleurs, des pays de Visegrad, qui est d'avoir davantage de subsidiarité, d'avoir une forme de démocratie peut-être un petit peu différente, il y a forcément un besoin d'entendre et d'écouter et de préserver cette unité-là, parce que si l'Europe risque de se fracturer. Est-ce que ce ne sont pas aussi les dissensions au sein même de l'Union européenne, puisqu'il y a de grosses divisions au sujet des quotas de réfugiés ? Est-ce que l'Europe, Bruxelles, est crédible pour réagir ? Est-ce que ce n'est pas ça qui explique aussi le silence de l'Europe ? Ouais, l'Union européenne a toute légitimité à réagir. Moi, je trouve que les réactions sont tièdes. Alors, il y a un premier sujet qui est à noter, c'est que c'est toujours difficile
de contester des partis qui sont à la limite de la démocratie quand ils arrivent au pouvoir par un processus démocratique. Moi, ce qui m'inquiète, et je pense sur lequel il faut réagir, c'est la remise en cause des démocraties libérales en Pologne et en Hongrie. Et aujourd'hui, la réaction de l'Union européenne au nom de la préservation de l'unité est trop tiède. On veut préserver des valeurs, mais l'Autriche, dans pas longtemps, va accéder à la présidence de l'Union européenne. Oui, elle va vouloir influencer un certain nombre de politiques européennes. Notamment sur le quota de réfugiés, je suppose. Qu'est-ce qui risque de se produire? C'est qu'on va arriver à terme à ne pas vouloir réagir et à vouloir préserver ce sacro-saint consensus, béni oui, tout ce que vous voulez de l'Union européenne. Et c'est dangereux, selon vous? C'est dangereux parce qu'on va arriver à une Europe, finalement, des opportunismes où chacun prendra ce qui l'intéresse dans l'Europe. Alors certains, c'est la fiscalité, d'autres, c'est des la politique migratoire. Donc voilà. On risque d'arriver à quelque chose qui n'a plus rien à voir avec un projet européen. Donc la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est quel message les citoyens envoient à l'Union européenne et quelle réponse les États dans leur ensemble doivent apporter à ces angoisses. Et ça, aujourd'hui, on exclut le débat. D'autant plus que, Yves Bertoncini, je vais vous faire réagir sur ce point justement. L'Autriche attaque fort, puisqu'elle a proposé la double nationalité aux citoyens du Tyrol du Sud. Ça, c'est une énorme provocation face à l'Italie, et Bruxelles ne réagit pas non plus. Oui, mais alors attention. D'abord, ce qu'a dit Anne, très juste, il y a une expression démocratique nationale. C'est ce qu'on veut, ils arrivent deuxième. Donc, ils forment le gouvernement et il faut bien tenir compte, c'est pas Bruxelles qui choisit les gouvernements nationaux. Voilà. Bon, premièrement. Deuxièmement, ensuite, il faut attendre des actes. C'est très important. Ce qu'a dit David Assouline tout à l'heure, il dit ah oui, sur le budget. Oui, mais le budget, il y a des procédures. Quand il y a des actes, on peut essayer de sanctionner. Là, pour l'instant, il n'y a pas eu d'acte. Alors, vous dites l'Autriche. Non, pas l'Autriche. Un ministre a dit ça et on attendra de voir. Rome a sérieusement réagi et a parlé, je cite, d'ethno-nationalisme. Oui, mais ça fait réagir. Je suis tout à fait d'accord. Simplement, c'est un acte. Oui, non, c'est une parole. Et le chancelier de l'Autriche, c'est M. Sebastian Kurz, il a 31 ans. Il fait partie du même groupe politique qu'Angela Merkel, Laurent Wauquiez et les autres. Il n'a pas dit ça. Alors attendons de voir, en effet. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Encore une fois, n'oublions pas, on dit pourquoi Macron et Merkel ne réagissent pas. Mais eux, ils ne vont pas commencer à réagir sur des ministres du FPE. Leur homologue, c'est le chef du gouvernement autrichien, Sebastian Kurz. Si, d'aventure, il y a des actes qui ont une dimension européenne. Mais est-ce qu'il faut attendre les actes? Est-ce que c'est pas trop tard une fois qu'il y a les actes? Oui, mais attention, il ne faut pas comparer. C'est ce qu'on a fait en 99. On a confondu la morale, la politique d'un côté et les sanctions juridiques et institutionnelles de l'autre. Donc, et puis, finalement, c'est du bluff. Au bout de 6 mois, on s'est rendu compte que Schussel, qui l'avait dit, il dit mais c'est moi le chef et vous allez voir l'extrême droite ce que je vais en faire. Et en plus il a réussi parce que au bout des 4 ou 5 ans l'extrême droite est tombée en capillotate. Mais en revanche une dernière chose, je suis assez surpris de ce que dit Nathalie Loiseau sur l'idée qu'il faut aller surveiller ce qui va se passer en Autriche, etc., l'état de droit, etc. Bien sûr, mais c'est comme en Pologne et en Hongrie. Oui, mais c'est pas ça qui va faire réagir l'Europe. C'est quand on va venir, comme sur cette histoire de nationalité aux Italiens, non pas du Sud-Tyrol, mais du Trentin Haute-Adige, où là, il y aura une dimension européenne. Et allons plus loin. Quand le ministre du FPE, un ministre d'extrême droite, va présider le Conseil des ministres de l'Intérieur, traiter de sujets migratoires à partir du deuxième semestre 2018, c'est là que des tensions risquent d'apparaître assez vivement et que les institutions européennes et certaines capitales nationales vont sans doute réagir sur des actes. Donc il faut attendre les actes, vous êtes d'accord? Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que pour l'heure, en tout cas, la politique européenne, c'est le chancelier qui la garde. Lui qui était ministre des Affaires étrangères auparavant. D'accord, mais enfin il a 6 ministres issus d'un parti d'extrême droite. Oui. On parle de l'Autriche parce que c'est ce qui fait l'actualité. Je rappelle quand même qu'en Pologne, la séparation des pouvoirs est remise en cause, notamment avec une réforme constitutionnelle. La liberté des médias est remise en cause. La Hongrie, ces deux pays sont quand même dans l'Union européenne. Et on voit, là, il y a des actes et que la réaction est faible. Moi, je pense qu'il faut réagir sur ce qu'on a déjà vu. L'Autriche, en effet, attendons de voir. Mais la Hongrie et la Pologne, les faits sont là et la condamnation n'aura pas lieu puisqu'il y aura toujours un blocus, comme vous l'avez rappelé, avec la Hongrie, compte tenu des règles de l'Union européenne. Samuel Le Goff, sur cet acte de provocation de l'Autriche qui propose, alors pour l'instant ce sont des paroles effectivement, de cette double nationalité... Bah oui, il faut prendre pour ce que c'est-à-dire qu'ils marquent le territoire, ils arrivent et ils savent... Donc vous n'êtes pas plus inquiet que ça? Ils savent aussi qu'il y a un contexte d'élection italienne et que ce genre de proposition, c'est du pain béni pour la Ligue du Nord, pour agiter également, essayer de... Donc il y a une forme de solidarité aussi entre partis pour justement s'entraider, se donner des coups de main. Et c'est là qu'effectivement on pourra voir en 2019, ils sont capables, sur le seul sujet quelque part où ils s'entendent tous de la même manière, la crise migratoire, agir et en faire le thème de campagne,
Parce que si on commençait à faire des campagnes sur tous les thèmes, on verrait d'énormes différences entre les pays. Donc le risque, effectivement, c'est cette solidarité à un moment électoral qui peut leur faire gagner des voix, qui après, ils retourneront à leur éclatement. Anne Massé, vous vouliez réagir ? Oui, non, d'accord. Pas à ce stade. Alors, sans rapprochement hasardeux, on va s'arrêter un instant sur la politique d'immigration d'Emmanuel Macron. Et si le chef de l'État sentait cette montée en puissance de l'extrême droite européenne, et s'il durcissait sa politique justement pour éviter cela? Avant de vous interroger sur cette question, on va écouter Édouard Philippe cet après-midi à l'Assemblée et Bruno Retailleau ce matin sur Public Sénat. La République En Marche et la droite semblent avoir des discours assez similaires sur ce point. La politique migratoire, et notamment celle de l'asile. L'asile est un droit et je pense que la France s'honore précisément à protéger ce droit. Simplement, ce droit, il est totalement dévoyé. On sait, il y a eu un rapport de la Cour des comptes il y a déjà 1 an, que c'est devenu une fabrique justement à produire des immigrants illégaux. Donc les déboutés du droit d'asile n'ont qu'une vocation, c'est d'être reconduits à la frontière, de regagner le pays d'origine. Nous voulons que les étrangers qui ne se trouvent pas en situation régulière en France, soit parce qu'ils n'ont aucun titre à être en France, soit parce que, ayant fait la demande d'un statut de réfugié, ils se sont vus refuser cette demande et au terme d'un processus qui leur permet de contester cette décision, ils se sont vus rejeter du droit qu'ils invoquaient. Alors, nous souhaitons que ceux-là puissent être reconduits chez eux ou dans le pays dans lequel ils sont pour la première fois entrés dans l'Union européenne. Voilà, et Gérard Collomb a exactement le même discours. On l'a beaucoup entendu ces 2 derniers jours. Ces derniers jours, d'ailleurs, la politique migratoire d'Emmanuel Macron a été jugée très, voire trop dure. Le Monde titrait hier « Une politique migratoire d'une dureté sans précédent ». Qu'en pensez-vous? Est-ce que d'abord, ça vous paraît justifié? Moi, je vais réagir un peu sur l'ensemble. C'est qu'on constate en effet qu'il y a des rapprochements, une tentative d'un certain nombre de partis de s'inspirer des recettes de l'extrême droite qui font succès dans les urnes. Ça, c'est une tendance générale en Europe? C'est une tendance générale qu'on constate dans toute l'Europe et je pense que vous rebondirez en étant plus précise. Il y a une autre chose qu'il faut préciser, c'est qu'en général, les gens préfèrent l'original à la copie, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ces gens qui sont au pouvoir depuis un certain nombre d'années, et c'est ce qu'on retrouve en Autriche, n'ont pas mis en œuvre ces politiques plus tôt. Donc, on se tourne vers l'extrême droite. Et la dernière chose, c'est que finalement, si les gens rejettent l'immigration, c'est qu'il y a un problème, sûrement, mais les autres partis ne doivent pas forcément s'inspirer des recettes faciles de l'extrême droite, mais proposer leur propre voie politique. Anne Massé? Oui, je pense que durcir n'est peut-être pas le bon terme. C'est-à-dire, à la fois, il faut réussir, et ça, partout dans le monde, ça va être fait, à gérer mieux, plus efficacement les flux, et là, on parle des flux de migrants économiques. Ça va avec un durcissement. Ça va avec un durcissement. Gérer mieux, ça veut dire former mieux aussi. Les policiers, les douaniers, par exemple. Justement parce qu'on veut être plus généreux sur d'autres aspects. Quand il s'agit, par exemple, de réfugiés politiques, notre devoir, notre devoir, c'est justement de les protéger. Et pour pouvoir le faire, eh bien, il faut qu'on soit en mesure de les accueillir dignement et de les intégrer rapidement. Et ça, évidemment, on ne peut pas le faire quand c'est absolument dans le désordre. Alors, Yves Bertoncini, le gouvernement compte notamment recenser les migrants dans les centres d'hébergement. Les associations parlent d'une logique de tri et le FN applaudit cette initiative. Est-ce que oui ou non, Emmanuel Macron est en train de durcir sa politique migratoire, sa politique d'immigration, notamment pour anticiper cet éventuel risque des montées d'extrême droite en France? L'extrême droite en France, elle n'a pas besoin de monter. Mais justement, elle a quand même fait 33%, la limiter, la plafonner. Deuxième tour des présidentielles. Il y a une action d'Emmanuel Macron qui est assez consensuelle en Europe, c'est d'agir à la source d'abord. Parce qu'on peut se déchirer entre nous, il faut agir à la source. Donc par exemple, combattre Daesh en Syrie et en Irak, parce que c'est ça qui déclenche le flux de réfugiés. Alors c'est plus dur en Afrique subsahélienne, c'est plus confus. Agir avec les pays de transit aussi. Il y a eu un accord avec la Turquie qui n'est pas idéal du point de vue humanitaire, ça c'est vrai, mais qui a tari en grande partie le flux. En revanche, on ne peut pas faire d'accord avec la Libye, étant donné que la France et le Royaume-Uni ont foutu en l'air le gouvernement de ce pays, un dictateur, Kadhafi par ailleurs, mais agir à la source, agir aux frontières européennes aussi. Il y a un corps européen de garde-frontières désormais, donc les frontières extérieures sont un peu mieux gardées qu'avant. Ensuite, il reste, et ça, Édouard Philippe a raison de le dire, un dévoiement du droit d'asile. Et par définition, si on veut accueillir des demandeurs d'asile, examiner leurs demandes, les garder, il faut bien faire à un moment la distinction entre ceux qui méritent l'asile et ceux qui ne la méritent pas.
Le grand sujet, c'est le taux de retour, comme on dit. Le taux de retour en Europe, il est à 30% en moyenne. Il est en train de monter vers 50%. C'est vrai que si on n'arrive pas, et c'est très difficile de dire à des personnes qu'elles sont déboutées, qu'elles doivent quitter le territoire et de les reconduire, le système est un peu vicié. Mais si vous le permettez, il y a quand même un élément de fond qui est plus important que ça. Et là, vous me parlez d'Emmanuel Macron du Front National. Emmanuel Macron a dit au tout début de son débat de second tour, Madame Le Pen, vous, c'est l'esprit de défaite, moi, c'est l'esprit de conquête. La France n'est pas victime d'une invasion migratoire et d'un déferlement de demandeurs d'asile. C'est pas vrai. L'un des points de fixation, c'est d'ailleurs Calais, ce qui montre bien que les demandeurs d'asile ne veulent pas rester en France, ils veulent passer en face. Alors que l'Allemagne ait été sujette à des flux massifs. Oui, l'Autriche, la Hongrie, ça c'est vrai. Mais la Pologne, non. D'ailleurs, il n'y a aucun réfugié qui veut aller en Pologne. Même chose pour la Slovaquie. Et la France, non plus. La France, il y a une immigration, oui, mais pas un afflux massif de demandeurs d'asile. Alors la question, c'est de savoir si le président Macron, en affirmant des principes d'équilibre, peut quand même garder cette ligne. J'ai confiance dans ce pays. D'ailleurs, je suis en train de le transformer, de le révolutionner, que sais-je encore. Et la France a en effet les moyens d'accueillir dignement. Il semble que c'est cela qu'ils disent. Mais honnêtement, quand on regarde ça des autres pays d'Europe, et y compris de l'Allemagne, on attendrait de la France encore un peu plus d'ouverture, y compris en termes de partage des demandeurs d'asile, même si on peut être d'accord sur la fermeté au regard des immigrants illégaux. Juste en off, le ministère de l'Intérieur redoute ce qu'elle appelle une deuxième vague de migrants qui, elle, peut-être voudrait rester liée au rejet des pays européens où l'extrême droite est en train de monter, justement. Est-ce que Paris pourrait subir ou faire entrer, accueillir les migrants qui ont été rejetés ailleurs? Mais la règle européenne est claire. Il y a une demande d'asile introduite dans le pays où on arrive en Europe, et puis ensuite, on ne fait pas son shopping, on ne va pas faire 27 autres demandes. Donc, les personnes en question ne devraient même pas voir leurs demandes instruites. Samuel Le Goff. Mais le gouvernement est en train de mettre en place tous les armes législatives pour ça. D'ailleurs, il y a une proposition de loi qui est en cours de discussion pour justement pouvoir donner à la justice les moyens de rejeter ce qui s'appelle les dublinés, c'est-à-dire les renvoyer dans le pays de la première demande. Ensuite, la vraie question politique n'est pas dans le discours qu'a tenu Édouard Philippe, qui est un discours classique depuis 20 ans de fermeté, mais plutôt dans l'action. Alors effectivement, le gouvernement agit à la source, mais le risque politique est plus dans l'action sur ceux qui sont sur place et sur une certaine forme de brutalité dans la manière dont peuvent être traités les réfugiés. On le voit par exemple à Calais, on commence à sentir une montée des associations humanitaires qui disent là, on atteint quand même des degrés importants de violence, et où on sent qu'au sein du groupe En Marche, notamment à l'Assemblée nationale, une ligne de fracture commence à apparaître entre ceux qui viennent de la droite, genre M. Fauvergue, qui est un ancien du RAID, et un certain nombre de juristes plus marqués à gauche, plus sensibles à la question du droit d'asile, et où... Et l'opposition pourrait naître de l'intérieur, finalement. La ligne de fracture pourrait être au sein du groupe En Marche sur que faut-il faire avec ces demandeurs et faut-il durcir le droit d'asile pour justement effectuer réellement les retours, y compris un peu à n'importe quel prix, parce que là, le risque d'image est quand même très important pour Emmanuel Macron. Il nous reste 30 secondes. Anne Masset, pour conclure. Oui, il me semble que justement, là, on voit bien que sur des enjeux qui sont ceux-ci, ça dépasse les frontières d'un seul pays. Et que sans réponse coordonnée au niveau européen, on ne s'en sortira pas. Or, pour l'heure, en Europe, on a beaucoup progressé sur la dimension sécurité, Yves l'a rappelé. Maintenant, on a un saut qualitatif à faire en matière d'accueil, d'intégration et de formation. On a besoin d'un grand plan de formation, on a besoin de s'entendre sur les règles d'harmonisation de l'asile, ce qui ne sera pas facile avec un ministre de l'Intérieur autrichien qui va prendre la présidence. Donc, on espère avoir un accord en juin. Et on a besoin aussi de solidarité avec les pays d'origine, avec l'Afrique, avec la Méditerranée. Donc un grand plan d'investissement. Et on va s'arrêter là. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat.